La bronca d'un syndicat de médecins hospitaliers opposé au plan de performance du directeur de l'hôpital de Cayenne. Ils font écho à la question écrite de Gabriel Serville envoyée à la ministre de la Santé. Notre série Made in Guyane, la bière 100% pays nous livre ses secrets avec une visite au cœur de sa maison mère dans les coulisses d'une start-up à succès découverte à suivre dans cette édition. Et puis notre invité ce soir est Jean-Yves Oyufat. Avec lui, nous allons aborder la question de l'avenir de l'aéroport Félix Éboué qui change de main. Quel impact pour les employés, quelles conséquences pour les voyageurs? Entretien à suivre. Enfin, loisirs et jeux de société, ils reviennent de plus en plus à la mode. Les aficionados ont leur point de rendez-vous. Vous le verrez en images dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir. Après Gabriel Serville, hier à l'Assemblée nationale, des médecins de l'hôpital de Cayenne critiquent Dominique Delpech. Il s'oppose au plan de performance proposé par le directeur de l'établissement qui prévoyait plus de travail avec moins de moyens. Mia Pierre. Gabriel Serville au chevet de l'hôpital André Rosemont. Interpellé par les cadres supérieurs de santé, la commission médicale d'établissement et plusieurs médecins sur les problématiques de fonctionnement, le député demande le départ du directeur de l'hôpital, Dominique Delpech. Il a écrit à Marisol Touraine, ministre de la Santé. Je considère que lorsque les médecins, les cadres supérieurs de santé, les infirmiers, le personnel se plaignent d'une situation qui paraît inextricable, c'est certainement qu'à la tête de l'établissement, on n'a pas réussi à trouver le sens du dialogue. Et donc, c'est cette situation qui m'a interpellé et qui pose problème et vis-à-vis de laquelle je pense qu'il faudrait que la ministre se positionne pour pouvoir trouver une personne, la personne qui aurait le profil susceptible de pouvoir amener la paix, la sérénité et faire en sorte que l'hôpital de Cayenne, comme je l'ai déjà dit, soit en capacité de répondre aux problèmes médicaux que rencontrent les Guyanaises et les Guyanais. Le plan de performance proposé pour le char est rejeté à l'unanimité par le corps hospitalier. Ce plan prévoit la création de 109 lits supplémentaires avec le redéploiement du personnel. Les médecins devraient payer une taxe sur le revenu pour compléter le déficit de l'hôpital, une proposition non acceptable pour le syndicat des médecins. Attaquer les revenus des médecins en Guyane qui n'est pas très attractif, c'est pas malin, ça va faire fuir les médecins spécialistes et au niveau économique, ça va augmenter notamment le coût des EVASAN. Si vous n'avez pas de médecin spécialiste ici, il faudra envoyer les gens. Donc ces mesures d'économie, de bout de chandelle que la direction veut faire prendre, qui est une attaque directe contre et les médecins et tout le personnel, franchement c'est contre-productif, on en arrive à un blocage. C'est la première fois où tout le personnel vraiment, quelles que soient les catégories, est uni. L'inquiétude se fait aussi sentir du côté de l'association Santé Droit pour tous. Elle compte à son tour interpeller la ministre de la Santé lors de son arrivée le week-end prochain. La ministre de la Santé doit pouvoir en tirer toutes les conclusions pour que la sérénité revienne dans cet établissement afin que le déficit soit résorbé et que la prise en charge des malades se fasse correctement pour que Air France ou les compagnies aériennes ne soient pas le premier ambulance de la Guyane. Contacté par nos soins, Dominique Delpech se refuse à tout commentaire, estimant qu'il n'a pas à répondre aux demandes du député Gabriel Serville. On revient ce soir sur le consulat du Guyana. Souvenez-vous, il ouvrait ses portes à Cayenne vendredi dernier. Une semaine après, le bureau consulaire est déjà pris d'assaut par des ressortissants venus effectuer leurs démarches administratives. Ayodele Germa. Il y a ceux qui n'y croyaient pas vraiment. Ils sont venus jusqu'ici pour en avoir le cœur net. Je suis venu voir exactement où se trouve ce consulat. Comme ça, je sais où aller quand j'ai des démarches administratives à faire. Et puis il y a ceux qui font leur première démarche administrative. Philippe a perdu son père. Il devait se rendre au Guyana pour l'acte de décès. L'arrivée de ce consulat lui évite de faire le voyage. J'espère que la consul me recevra bien. Je suis content de l'ouverture de ce consulat. Pour tous les Guyanais d'ici, c'est une bonne chose. Ils ne devront plus se déplacer au Suriname ou au Guyana juste pour faire leur démarche administrative. Pour l'instant, Travis Tracé-Lecomte, la consul, est le seul fonctionnaire du consulat. Inaugurée en fin de semaine dernière, elle reçoit tous les jours une quinzaine de ressortissants guyaniens. Pour cette professeure des écoles,
c'est le même degré de sollicitation, mais pas les mêmes attentes. La plupart sont extrêmement heureux d'accueillir le consulat de la République coopérative du Guyana en Guyane. Toutes les démarches administratives peuvent être faites. Ça passe par les demandes d'actes de naissance, d'actes de décès, de mariage, renouvellement de passeport, que ce soit un nouveau ou une demande de la première fois de passeport ou un renouvellement. On peut même se marier au sein du consulat du Guyana. Actuellement basé au siège du campus universitaire de Saint-Denis, ce consulat est appelé à s'agrandir pour devenir un consulat général de plein exercice. On est l'interface entre le gouvernement guyanien que je représente en Guyane, la Guyane et la France. Donc tout dossier que la France voudrait soumettre auprès du gouvernement guyanien ou que la Guyane, par le biais de la CTG ou de la préfecture, que ce soit dans le domaine du social, le domaine culturel, sportif ou économique, je serai cet intermédiaire. La Guyane a fait la demande de faire partie du CARICOM. Le Guyana ayant le siège est au Guyana, à Georgetown. Donc M. Rodolphe Alexandre est toujours aussi présent pour appuyer la demande de la Guyane afin de rentrer au sein du CARICOM. Encore à cheval entre ses fonctions diplomatiques et de professeur des écoles, la consule occupe sa fonction une semaine sur 2. Le consulat du Guyana est ouvert au campus de Saint-Denis du lundi au vendredi de 8h à 12h30. Dans le reste de l'actualité, un courrier de protestation adressé à l'IRD par une association amérindienne de Guyane. Pour elle, les chercheurs de l'Institut de recherche et de développement ont bien volé leur savoir ancestral en déposant un brevet sur le Kwashi, une plante utilisée dans la lutte contre le paludisme. On écoute les précisions du coordinateur de la FOAG au micro de Xavier-Paul Lepelletier. Nous avons envoyé un courrier à Jean-Paul Moiti suite au dépôt de brevet justement de la plante Kwashi, plus précisément de la Simalimactone E. Donc invention qui a été revendiquée par leurs chercheurs, invention revendiquée, ce serait plutôt une violation de notre propriété intellectuelle. Des chercheurs donc qui ont déposé ce brevet, soi-disant une nouveauté, une découverte, alors qu'il n'en est rien du tout. Ce sont des transmissions qui ont été justement transmises de génération en génération par nos communautés. Donc certaines personnes de notre communauté l'ont transmise après aux populations locales, mais il y a vraiment violation de notre propriété intellectuelle, ça c'est clair. Donc c'est surtout au niveau de l'IRD où nous avons donné notre position et je pense que d'où l'envoi de ce courrier qui a été d'ailleurs mis en copie aux parlementaires et puis au président de la CTG. Et puis sachez que les gérants d'auto-écoles suspendent leur mouvement de protestation prévu ce lundi. Ils ont obtenu l'embauche de vigiles pour sécuriser le centre d'examen du permis de conduire à Cayenne. À la mi-journée, dans un courrier officiel, l'ADEAL se donne une semaine pour apporter une solution à la demande d'abri et de sanitaire d'ici jeudi prochain, sans quoi les professionnels donc de la conduite reprendront leur mouvement de grève. On reste dans le transport aérien, cette fois avec la question de l'avenir de l'aéroport Félix Éboué. On en parle avec notre invité ce soir, Jean-Yves Oyhoufat, président de la commission aéroportuaire de la Chambre de commerce. Bonsoir, merci de m'avoir reçu. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Donc l'aéroport, on l'a bien compris, va changer demain d'ici 2022. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Logiquement, nous avons une concession qui se termine en 2022. À partir de cet instant, la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane doit réfléchir, en tout cas rapidement, pour savoir quel est le mode opératoire adopté, puisque conformément au dispositif non seulement de l'Europe mais de l'État, nous devons en principe passer en société aéroportuaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nos téléspectateurs, passer à une société aéroportuaire un peu plus précisément? Pour l'instant, une société aéroportuaire, ça va être une société anonyme, avec un conseil de surveillance, dont l'État reste majoritaire, à 80%, à 60%, 20% la Chambre de commerce de Guyane et 20% la CTG, la GLO, la mairie de Matoury et éventuellement la mairie de Cayenne. Donc voilà, il y aura un directoire et il y aura un autre mode de fonctionnement en tout cas.
Justement, dans ce mode de fonctionnement, qu'est-ce qui va changer? Par exemple, pour les 80 employés de l'aéroport, concrètement, leur statut va-t-il être modifié? Pour eux, leur quotidien va changer de quelle manière? Leur quotidien, logiquement, ne devrait pas changer. Ils seront toujours, en tout cas, des employés, des cadres de cette nouvelle société. Par contre, il y aura des décisions qui seront prises beaucoup plus rapidement au niveau du directoire. Et à mon sens, ils vont évoluer dans le bon sens professionnellement parlant. Aujourd'hui, quelles sont les étapes pour arriver à ce grand changement de 2022? Les étapes, logiquement, sont en principe 3 ans avant la société aéroportuaire. Le mode opératoire doit être mis par la Chambre, en tout cas, pour passer et arriver aux environs de 2020-2021, dernier délai en tout cas, pour être en société aéroportuaire, parce qu'il y a quand même tout un phasage, la préparation du personnel, bien entendu, le diagnostic sur tout ce qui doit être fait sur cet aéroport pour les années à venir, bien qu'on le sait déjà, mais avec les restrictions budgétaires, la mission qui est passée en Guyane nous a demandé de revoir la voilure à moins 44% de nos investissements, conformément à notre schéma directeur. Par contre, elle nous demande de respecter un plan de vol, à savoir de réduire les dépenses de moins 5% et d'augmenter les recettes de 10%. Pour les voyageurs, est-ce qu'il va y avoir du changement du coup? Pour les voyageurs, logiquement, il devrait y avoir des changements parce que nous avons prévu depuis 4 ans déjà de modifier l'aménagement au rez-de-chaussée et à l'étage. Pour cela, il faut un 3e poste de contrôle. Ce sera plus grand, ce sera mieux aménagé. Au rez-de-chaussée, ça devrait être plus grand et les premiers bénéficiaires en fait vont être les compagnies aériennes puisqu'ils perdront moins de temps pour le contrôle. Nous sommes un petit peu très justes lorsqu'il y a les 3 vols semaine transatlantiques. Et bientôt, on aura le 777 donc, qui va venir pour les grandes vacances. Donc, par conséquent, à chaque fois, nous devons mettre des dispositifs supplémentaires pour éviter que les passagers attendent trop longtemps. Mais bon, on ne peut pas faire des miracles. En avril, une première zone d'activité économique liée donc, à l'aéroport va être inaugurée. Qu'est-ce qu'on aura de plus à l'intérieur? Tout à fait. Si vous voulez, l'État nous demande de trouver des recettes supplémentaires. Donc la zone d'activité économique, la fameuse ZAE qui a été initiée depuis 2013, qui aurait dû être terminée fin 2015, nous avons pris du retard. Donc en principe, on croise les doigts pour que au mois d'avril, ça ne soit pas un poisson d'avril et que vraiment nous puissions on espère, mais je suis désolée, je vais vous demander d'être un peu plus précis dans ce qu'on va pouvoir trouver en fait lors de cette inauguration du mois d'avril. Si tout le monde, parce que je ne pense pas que tous les investisseurs ont le temps de mettre les installations, devraient trouver logiquement le village des Noueurs, pour nous permettre d'avoir plus de place au parking 1 pour recevoir les usagers. Il devrait y avoir une station d'essence normalement, il y aura une société d'archivage normalement et d'autres entreprises qui doivent finaliser sous peu en tout cas. Donc du changement que nous allons pouvoir observer, bien sûr. Merci, Monsieur Jean-Yves Oyoufat, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Nous vous en parlions hier, la campagne du CSA pour la protection des enfants de moins de 3 ans face à la télévision et face aux écrans en tout genre d'ailleurs, mais les plus grands aussi doivent être protégés de ces contenus. Vous connaissez les pictogrammes de moins de 12, moins de 10 et moins de 16 ans. Les parents respectent-ils ces pictogrammes? C'est pas sûr. Voici vos réactions au micro de Ayodele Germa. Alors là, très attention. Absolument attention. Mais mes enfants n'ont jamais été très télévision. Je leur mettais, moi, en temps et en heure, des émissions, des DVD. Ce n'est pas eux qui choisissaient de mettre la télévision. Le système maintenant avec la nouvelle génération, c'est pas très évident. Avec tout ce qui se passe sur l'insécurité, et puis le monde actuel que nous vivons. Il y a des programmes qui ne sont pas destinés pour eux, donc voilà, il faut savoir les protéger. Après, bon, on sait très bien qu'il y a des programmes où c'est sûr, il n'y a pas besoin de pictogrammes, et puis certains, effectivement, on ne connaît pas forcément le contenu, et donc c'est bien, ça permet d'aider à sélectionner ce qu'ils doivent regarder. Pour l'âge, on regarde moins de 10 ans, moins de 12 ans, c'est quelque chose qu'on regarde naturellement en fait. Ça peut choquer des enfants sur des images violentes, sur des scènes qui ne sont pas adaptées à leur âge, donc
c'est important de regarder. C'est à la télé de nous informer que les images qui vont suivre ne sont pas adaptées, ou ce serait une communication comme ça qui devrait se faire de la part des chaînes. Restez avec nous dans quelques instants. Notre série Made in Guyane, les coulisses de la fabrication d'une bière guyanaise qui est d'ailleurs couronnée de succès. Et puis 7e art à suivre avec un court-métrage réalisé par une dizaine de jeunes en difficulté à Cayenne. Des reportages à suivre dans quelques instants. C'est l'histoire de 3 amis, Yannick, Frédéric et Marie, qui souhaitaient créer la première bière de Guyane. Cette histoire, vous la connaissez, il s'agit bien de celle de la Jeune Gueule. Sur les 4 bières produites par l'entreprise, la Blonde avait même décroché le bronze l'année dernière au Salon de l'Agriculture à Paris. Aujourd'hui, il est possible d'aller assister à la fabrication de ce produit local dans les murs de l'entreprise. Une découverte signée Jonathan Lariot. Il est 9 h du matin, Frédéric et Janice se mettent au travail. Ils doivent organiser leur journée. En à peine quelques heures, ils vont devoir embouteiller près de 5000 bouteilles de bière. Cela fait déjà 5 ans que Frédéric a commencé son aventure, créer un éventail de bières guyanaises. Aujourd'hui, il est le gérant de la Jeune Gueule, la seule brasserie de bière locale dans le département. Il nous accueille dans ses locaux afin de montrer comment on réalise une bière du pays. Aujourd'hui, la bière telle qu'on la connaît est principalement faite à base d'orge qui a été maltée. Cette orge maltée, en fonction de la bière que l'on va vouloir réaliser, on va mélanger des maltes qui sont blonds, des maltes qui sont plutôt caramel, et puis des maltes qui peuvent être carrément grillés. L'étape suivante, après avoir choisi ces types de malt et broyé son malt, on va brasser, c'est de là d'où vient le mot brasseur, on va brasser pendant plusieurs heures ce mélange de céréales et d'eau qui va permettre d'extraire le maximum de sucre, donc du sucre qui se trouve à l'intérieur de ces céréales. Une fois qu'on a récupéré donc ce mou sucré, on va l'envoyer dans la cuve de cuisson et là on va procéder à une assez longue cuisson. Le liquide va être récupéré, il va être ensuite refroidi très rapidement et ensuite envoyé directement dans les cuves de fermentation. On va, comme pour le pain, mettre de la levure et mettre ce mélange liquide et ensuite la fermentation va pouvoir commencer. Et une fois que les levures sont donc complètement évacuées, on va pouvoir procéder à la dernière étape qui est le conditionnement. Le conditionnement, eh bien, c'est tout simplement le fait d'embouteiller donc, cette bière avec une petite particularité, c'est que cette bière est déjà gazeuse, donc il faut pressuriser la bouteille et ensuite envoyer le liquide à l'intérieur de la bouteille. Pour l'instant, au sein de la brasserie, seuls 2 employés sont présents dans son fonctionnement. Mais selon Frédéric, c'est un marché qui a de l'avenir en Guyane. Aujourd'hui, la demande elle est beaucoup plus forte que l'offre. C'est-à-dire qu'il y a en général des produits qui sont réalisés par des petits producteurs qui ne demandent qu'à grossir parce qu'en fait la demande elle est énorme. Nous aujourd'hui on a 4 bières en production, on a des projets pour en réaliser d'autres mais pour l'instant entre guillemets il faut déjà justement comme tous les autres arriver à fournir la demande. Loin d'être à l'image de grandes productions industrielles de bière, la brasserie Jeune Gueule en étonne plus d'un. En février dernier, elle a reçu la médaille de bronze au concours régional agricole du dernier salon international de l'agriculture de Paris. Un produit local bien sûr à consommer avec modération. On prend la direction de la Martinique maintenant où le pole dance fait son show au masculin avec Kim Martinez, champion du monde de la discipline en 2012 et champion de France en 2014. Il est de passage dans l'île où ce sport plaît de plus en plus aux hommes. Céline Chalonneau. Une fois n'est pas coutume, à la barre ce soir, c'est un homme. Kim Martinez est champion du monde et champion de France de pole dance. En Martinique, pour un stage intensif de 2 jours, il est venu démontrer à ces dames qu'elles n'ont plus le monopole de la barre verticale. On est dans un monde qui cherche la parité. Donc pour une fois, j'ai voulu inverser les rôles. On dit souvent que ce sont les femmes qui se battent dans un monde d'hommes. J'avais envie d'être un homme en train de me battre dans un monde de femmes. Premier contact réussi, sous l'œil attentif du professeur, les stagiaires s'appliquent et les muscles travaillent. C'est beaucoup plus physique, vraiment, vraiment. Mais ça reste quand même aussi sympa et ça reste aussi un loisir. Lui, il est assez dans la compétition, mais ça reste quand même un loisir. Moi, je regarde très souvent des vidéos d'hommes qui font de la pole et c'est très différent, mais c'est très intéressant. C'est pas du tout les mêmes figures qu'ils font souvent, donc nous, on va faire des choses plus féminines et eux plus en force souvent, oui c'est vrai.
Souvent, la pole dance a été associée à des shows très chauds sur talons de stripteaseuses. Loin des clichés, depuis une dizaine d'années, la pratique séduit les sportifs des deux sexes. J'ai pas été confrontée à ces mêmes clichés où, en fait, du coup, je pense que le fait que maintenant les hommes s'intéressent aussi à cette discipline, justement, ça met plus en évidence le côté athlétique et un peu amoindrir le côté érotique ou sexuel de la chose. On a déjà fait un premier travail en altérant l'image sulfureuse de la pole dance. Donc c'est un sport à part entière et donc pas que pour les femmes. Toujours intéressant de faire bouger les choses. On m'a souvent posé la question, est-ce que les hommes peuvent faire de la pole dance? Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Kim est titré, donc la preuve que les hommes peuvent aller très loin en pole dance. Madame, il n'est pas trop tard, vous avez jusqu'à début mars pour vous inscrire à un des cours de Kim Martinez à l'école de pole dance Mad Academy. Retour en Guyane maintenant avec cette initiative lancée par l'association d'aide aux jeunes travailleurs. Pendant quelques jours, elle permet à une dizaine de jeunes en situation difficile de réaliser entièrement leur propre court-métrage contre la violence. Une occasion pour eux en quelque sorte de reprendre leur vie en main. Mia Pierre. Laetitia marche en ville lorsqu'un voleur lui arrache violemment son sac à main et s'enfuit avec. Cette scène est une séquence d'un court-métrage imaginé et réalisé par des membres de l'association d'aide aux jeunes. Le rôle principal est joué par Kenny. C'est la première fois qu'il se retrouve en face des caméras, un rôle qu'il apprécie, mais pour lui, le plus important, c'est le message véhiculé. En fait, c'est parti d'une idée toute bête. En fait, ça a commencé. On se disait qu'on voulait parler de la street, de ce qui se passait dans la rue et tout. Donc, on a eu l'idée de, un braquage qui, au final, la personne qui est braquée, au final, c'est elle qui aide le braqueur à la fin. Dans un sens, il y a plusieurs messages, il y a plusieurs leçons à retenir, notamment le fait que certains voleurs ne volent pas juste pour le plaisir de voler, mais par nécessité. Et aussi de braquer, c'est pas bien parce qu'on ne sait pas demain qui peut nous aider. Ce court-métrage a pour but de sensibiliser sur les problèmes de violence, de braquage, d'alcool ou encore de drogue. Cet atelier court-métrage, c'est dans le but de sensibiliser les jeunes face aux dangers qu'il y a dans la violence et aussi et dans la délinquance de toutes sortes en Guyane. Et c'est pour ça qu'on a mis sous pied ces courts-métrages-là. Donc le premier jour, on a fait une journée de sensibilisation aux problématiques des addictions et des violences. Avec les jeunes, on a choisi les thèmes sur lesquels on allait travailler dans le film. Et à partir de là, c'était clair pour eux. Ils ont commencé à s'investir dans le projet et à être vraiment intéressés. Donc ça roulait. Après l'écriture et le tournage, demain, ils s'attaqueront au montage. Dans 15 jours, le film sera projeté. Pour refermer ce journal, un rendez-vous quotidien pour les aficionados des jeux de société à Cayenne. Plusieurs fois par semaine, ils se retrouvent pour des soirées à thème. Voici le reportage de Jonathan Lariot. Autour de la table, tout le monde se concerte pour prendre la bonne décision. Sur ce plateau de jeu, chaque action peut être décisive. Tu peux pas lancer ton épée, quoi. Dans ce petit groupe, la règle, c'est survivre au déroulement du jeu. Tous sont des militaires et doivent coopérer face à l'apocalypse zombie. Si on est tous au même endroit et qu'il y a plein de zombies qui sont autour de nous, bah bien, pouf, il les dégage une case plus loin. On est tous une équipe et on se concerte des fois. On dit à l'un qu'il ne faut pas faire ça parce qu'il doit faire autrement. Donc c'est vraiment un truc de film que tu pourrais retrouver comme les grosses séries ou des genres de choses, sauf que c'est en plateau et qu'on joue tous ensemble là-dessus. Certains n'hésitent pas à se plonger dans le noir jusqu'à recréer l'ambiance et l'univers qui composent le jeu. C'est quelque part jouer vraiment plus, quoi, être comme si on était dans le jeu, quoi, acteur du jeu. Pas seulement spectateur du jeu, mais vraiment dans le jeu, quoi. Dans ce bar à jeux, ils sont nombreux à venir toutes les semaines pour jouer à des nouveaux jeux de société. Il y en a pour tous les goûts, du simple jeu de cartes au jeu de plateau plus complexe. C'est cool parce qu'on s'entraide un peu tous, même si on ne connaît pas le jeu, du coup tout le monde nous aide. Ça fait des bonnes soirées entre copains. On voit les personnes en vrai, c'est pas à travers un écran, elles sont en face de nous.
c'est beaucoup plus de réflexion par rapport aux jeux vidéo où il y a juste à appuyer sur des boutons. Moi, j'aimais pas du tout les jeux de société avant. Donc, du coup, j'ai joué une fois et puis depuis, on revient. Ça fait 6 mois qu'on revient souvent. Et derrière toute cette effervescence, le vrai maître du jeu, Sébastien Monteau. Cette boutique, il l'a ouverte il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est devenu le rendez-vous incontournable des amateurs de jeux de société. Le monde numérique nous a un petit peu isolés. Le jeu de société a tendance à nous regrouper. On va renouer avec les valeurs de l'être humain, quelque part où on est quand même fait pour être ensemble, pour échanger. Et on peut effectivement se retrouver à une table de jeu, être un magicien, être n'importe qui, n'importe quel personnage. Et on va vraiment avoir un côté théâtral. Peu importe qui gagne, qui perd, mais le principal, c'est quand même d'avoir passé un beau moment entre joueurs. Et c'est quand même ce qu'on demande en premier aux jeux de société. Le jeu de société devient aujourd'hui un phénomène social. Organiser une soirée autour d'une table, se rassembler en petits groupes pour s'amuser, pour échanger, redevient branché. C'est toi, vas-y. Et c'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, voici le rappel des titres. La bronca d'un syndicat de médecins hospitaliers opposé au plan de performance du directeur de l'hôpital de Cayenne. Ils font écho à la question écrite de Gabriel Serville envoyée à la ministre de la Santé. Dans notre série Made in Guyane, ce soir, la bière 100% pays nous a livré ses secrets avec une visite au cœur de sa maison mère. Nous nous sommes rendus dans les coulisses d'une start-up à succès chez les créateurs de la Jungle. L'invité de ce journal était ce soir Jean-Yves Oyoufat. Avec lui, nous avons abordé la question de l'avenir de l'aéroport Félix-Éboué. Dès 2022, la gestion de l'établissement change de main. Et puis, loisirs et jeux de société, ils reviennent de plus en plus à la mode. Les aficionados ont leur point de rendez-vous. Il est incontournable à Cayenne. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, le journal national et international présenté par nos confrères de BFM TV. Puis ce sera Dom Laquezotte avec Dominique Nugent. Très bonne soirée à vous, très bon week-end et à lundi soir.